Lisa Weber. Le matin, même un matin d'hiver, je vais comme tous les jours au collège à pied. Sur le chemin, je croise cette femme qui, tous les jours, à la même heure, promène son stupide chien qui ne cesse d'aboyer. Il y a cet homme qui passe sa journée dans ce bar au coin de la rue, avec toujours un verre à la main. Et puis il y a cette vieille dame, toujours le regard de travers qui ouvre ses volets le matin et que je croise encore une fois quand je reviens du collège. Tous se ressemblent, ont un point commun, une sorte de maladie contagieuse qui les rend moches. Quand je les croise, ils ne sont pas heureux et ne font même pas semblant de l'être. Ils sont moches. Un matin, avec ce froid hivernal, il y avait du verglas. Je passe dans la rue que je redoutais le plus. Il y avait du verglas de partout. Tout d'abord, je croise la vieille dame en train d'ouvrir ses volets. Puis je fais un pas de travers sur une plaque complètement gelée et me retrouve au sol. Je jette un coup d'œil vers la vieille, je me mis à rire. Et elle aussi. Alors, je me relève et continue mon chemin. Ce monsieur au bar a remarqué ma chute et me regarde en riant. Et puis cette dame qui promène son chien m'a vue elle aussi. Elle rit tout en me regardant. Peut-être qu'ils se moquaient de moi, mais j'ai réussi à changer leur mauvaise humeur un instant. Les jours ont passé et à chaque fois que je passe dans cette rue, la femme qui promène son stupide chien, l'homme au bar, la vieille qui ouvre ses volets, tous me disent bonjour et me sourient, comme si je les connaissais depuis toujours. Bristow Tom. Un jour normal dans le métro. Moi, Rachid Azidi, serré entre tant de gens. Gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. J'entends la voix qui dit « 8e arrêt dans 5 minutes ». Je descendais au 13e. Seulement voilà, au 8e, 2 policiers sont entrés. L'un d'eux a crié « Pas de panique, nous allons procéder à une arrestation ». Il sortit une feuille, pointa 2 personnes du doigt et les interpella. Ils les menottèrent et se dirigèrent vers la sortie. Un policier se retourna et me demanda si je les connaissais. Je lui répondis que non, et pourquoi je les connaîtrais ? Il me répondit que l'on était de la même espèce. Il ajouta un « sale beurre cinglant ». Je n'en revenais pas de la violence de ces mots. Comment un représentant de la voix, un gardien de la paix, pouvait tenir un tel discours ? Quand une dame en eut assez et cria « Vous n'avez pas honte de dire ça ?» Un homme cria à son tour « Vous êtes immonde !» Et une sorte de chaos s'installa. Tout le monde criait et rabaissait le policier. Poussé par la foule menaçante, ils sortirent du wagon à reculons, lui et son collègue. Le métro redémarra, la foule se calma. Des gens venaient me dire qu'ils ne comprenaient pas, je leur répondis que ce n'était pas grave. La voix dit « 13e arrêt », je descendis de ce wagon plein de gens, gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Ménard Lisa. J'étais à la plage, allongée sur le sable. Il y avait énormément de monde, des enfants courant partout, des jeunes qui jouaient au volley et plein de gens dans l'eau. Et puis il y avait cette femme étrange. Elle semblait inquiète, paniquée. Je supposais qu'elle cherchait quelque chose ou peut-être quelqu'un. Sa bouche bougeait, mais je ne parvenais pas à entendre ce qu'elle disait. Il y avait bien trop de bruit. C'est pour cette raison que j'avais décidé de me rapprocher. Marchant pas à pas sur le sable brûlant, à quelques mètres d'elle, je parvenais enfin à l'entendre. J'entendis ses cris. Et c'est seulement à ce moment que je compris qu'elle cherchait sa fille. Un homme lui vint en aide et j'étais si touchée par la détresse de cette femme que sans plus attendre, à mon tour, je cherchais tout signe de l'enfant autour de nous. Quand soudain, loin, très loin dans l'eau, j'aperçus 2 petites mains, désespérées, qui s'agitaient. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis jetée à l'eau en nageant aussi vite que possible vers l'enfant. Je parvins à elle à temps pour la prendre sur mon dos et la ramener sur la plage, tremblante et vivante. Sa maman, riant et pleurant tout à la fois, serrait la petite fille dans ses bras. Elle me remercia des milliers de fois en serrant toujours l'enfant contre elle, tout en me disant que ce que je venais de faire était héroïque et qu'elle ne m'oublierait jamais. Bensa Vianney. Ça fait 2 ans que je suis arrivé en France et j'ai longtemps squatté dans l'immeuble en face de mon appartement. Je n'avais pas d'argent, ni de papier. Mais maintenant, ça fait 3 mois que j'habite dans cet appartement, car des gens m'ont aidé à avoir une vie dite normale. Un dimanche matin, vers 7 heures, j'ai entendu beaucoup de bruit dans la rue. Des policiers arrivaient en grand nombre, sifflets en bouche. Des portes étaient brisées, des coups étaient donnés, sans pitié, des pleurs et du sang. Les policiers expulsaient des familles clandestines qui s'étaient installées dans l'immeuble en face comme moi pendant longtemps. Elles ne faisaient pas de bruit, pas d'embrouille dans le quartier. Elles habitaient juste dans un immeuble à l'abandon, délabré, sans déranger qui que ce soit. L'action dura toute la matinée, mais vers 11 heures, après un long temps de réflexion, je me suis dit qu'on m'avait aidé et que maintenant c'était à moi d'aider.
Je sais que s'ils retournent dans leur pays, ils seront mis à mort. En bas, des coups volés dans tous les sens. Je crie, je hurle, jusqu'à ce que les policiers s'arrêtent. Je leur demande si eux aussi ils avaient une famille et puis de s'imaginer à leur place. Après un long temps d'échange, ils comprirent. En tout cas, ils décidèrent de ne pas embarquer les familles. Les jours suivants, 2 policiers chaque jour passaient pour leur apporter à boire et à manger, des plats cuisinés par leurs femmes. Au début, ce n'était pas facile pour eux. Il y avait des familles qui arrivaient et d'autres qui partent. J'ai enfin découvert ce qu'il manquait à ma nouvelle vie. C'était d'aider des pauvres gens qui le sont comme je l'étais avant. C'est un grand combat pour moi et mes voisins. On se regroupe 2 fois par semaine pour trouver des solutions et faire des dossiers pour ces immigrés sans papier. L'immeuble va entièrement être reconstruit pour ces pauvres familles. J'espère que cela va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sans-papiers. Emma Sulmoni. Ils entrent. 3 hommes de taille moyenne portant des armes à feu qui tout à coup surgissent de nulle part. Je frissonne. Ils nous ordonnent de nous mettre à plat ventre et de ne pas bouger. Ils nous tendent un sac et nous demandent de mettre nos téléphones à l'intérieur. Tout le monde crie. Mon père était policier, alors je sais comment ça se passe. J'étais loin de me douter que ce matin, en allant tranquillement retirer de l'argent à la banque, j'allais me retrouver en plein milieu d'un braquage. Ils commencent à vider l'argent de la caisse. Personne ne bouge. Les braqueurs sont tendus. Un homme, qui est allongé par terre près du comptoir, regarde un des braqueurs avec insistance. Une lumière brille dans ses yeux. Je l'observe. Il n'est pas très grand, plutôt fin. Pour moi, c'est clair, sa posture et son attitude montrent qu'il va tenter quelque chose. Il est très courageux, mais il n'a aucune chance. Les braqueurs font tous 1m90 et pèsent au moins 100 kg. S'il rate son coup, il est possible que quelqu'un soit blessé ou pire. Moi, je suis championne de tir à l'arc et je fais du judo depuis l'âge de 5 ans. Alors, hors de question que tous ces innocents meurent si moi je peux tenter ma chance et y arriver. Je ne me le pardonnerai jamais. Sans réfléchir une seconde de plus, je me lève et je fais ma prise de judo la plus efficace au braqueur juste devant moi. Il n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Je lui prends son arme et tire sur le pied d'un des autres braqueurs. Mais l'autre a le temps de réagir et commence à me tirer dessus. Je me jette alors au sol, derrière le comptoir. Tous les otages crient, mais restent au sol. Il faut que je réagisse. Le bruit des balles sur le comptoir me glace le sang. Je prends une grande inspiration et fais le vide dans mon esprit. Ce n'est pas si dur, je sais très bien viser. Je me lève d'un coup et tire une balle dans la jambe du braqueur qui tombe en lâchant son arme. La police arrive quelques minutes plus tard, alertée par le bruit des coups de feu. Le lendemain, j'ai appris dans le journal que parmi les clients de la banque, il y avait un chercheur renommé qui travaille sur un remède contre la maladie d'Alzheimer. 2 ans plus tard, cet homme mettra au point un vaccin contre cette maladie et sauvera des milliers de personnes. Terry Chloé. C'était il y a une semaine ou 2. Vers une fin de matinée de mars, je vis une jeune femme mal habillée et mal peignée qui était venue s'installer au bas des marches d'un escalier. J'avais remarqué qu'elle était pauvre. Elle sortit un gobelet de son sac pour y mettre les quelques pièces que les passants lui donnaient. Au coin de la rue Ménadier, 2 policiers venaient de débarquer du marché pour faire leur petit tour habituel. La jeune femme continuait de faire la manche pour récolter quelques pièces et s'acheter à manger lorsque l'un des 2 policiers lui dit de s'en aller et de leur laisser les quelques pièces qu'elle avait réussi à avoir. J'allais préciser aux policiers que nous étions de nombreux témoins et qu'ils ne pouvaient pas prendre l'argent de cette femme. Je vis des dames qui venaient de sortir du marché. Elles n'en revenaient pas de l'acte commis par les policiers. Elles trouvaient ça honteux. C'est là que je compris, quand une par une, elles allèrent vers la jeune femme et chacune lui donnait quelque chose à manger. Les policiers restaient là, sans rien dire, puis ils partirent et la jeune femme aussi. Louis Coquillard. À 14h30, après le cours d'espagnol, Henri sort enfin du collège. Avec ses amis, il descend en ville. Dans une rue, 2 jeunes d'environ 20 ans s'approchent agressivement de l'un de ses camarades et lui demandent s'il a de l'argent sur lui pour s'acheter, disent-ils, 2 paquets de tabac. Son ami leur répond alors qu'il n'a rien, ce qui déplaît fortement à l'un des 2 jeunes qui lui donne soudain des coups de poing. Les copains d'Henri, paniqués, partent en courant, laissant leur camarade au sol. Sauf Henri. Seul devant cette terrible injustice, ne sachant pas quoi faire, sans réfléchir, il hurle sur les agresseurs, de telle manière qu'ils finissent par déguerpir. Il appelle les passantes au secours,
Écœuré devant l'indifférence générale, malgré ses appels, il attrape son ami chancelant par les épaules et le soutient avec beaucoup de difficulté sur une centaine de mètres jusqu'à une pharmacie où l'on accepte enfin de leur porter secours. Un témoin filme la scène avec son téléphone portable et l'histoire d'Henri passe le soir même au journal télévisé. Henri devient alors un héros pour son collège et un modèle de courage contre l'injustice et l'indifférence. Et Laura Mollet. Ce jour-là, je partais pour Paris pour aller voir le match de football. Je regardais le papier où j'avais noté le point de rendez-vous, rue Saint-Denis. En fin d'après-midi, le train s'arrêta, j'arrivai à la gare, je sortis, pris mes bagages et m'en allai. Puis, un bus me prit pour aller poser mes affaires à mon hôtel. Ce fut l'heure du match, j'entrai dans le stade trouver ma place. Le match commença. Je regardais tous les drapeaux de la France qui flottaient autour de moi. Je reçus un message de mon collègue pompier pour me dire de faire attention, qu'il y avait alerte à la bombe rue Saint-Denis et qu'il ne fallait pas sortir. La seconde suivante, un énorme bruit retentit et je demandai à mon collègue ce que c'était. Il me répondit que c'était un pétard. Alors je me dis que ce n'était pas un pétard d'enfant, car j'avais vraiment eu peur et j'ai senti un souffle me traverser. Tout le monde commençait à courir de partout et à sortir, puis à rentrer en courant et en hurlant. Et je compris ce qui se passait, et commençai à monter plus haut sur les gradins pour que les gens puissent s'installer. Mais avec la précipitation, ces gens couraient de partout, n'allaient pas en hauteur, alors je me mis à aider les personnes ayant besoin d'aide. Ceux qui passaient par-dessus les grillages et qui me passaient les enfants, je les récupérais pour qu'ils ne tombent pas. Je me disais qu'il ne fallait pas rester là, sinon j'allais être tuée moi aussi. Mais je me disais que si je partais, il pourrait y avoir d'autres victimes. Je choisis de rester pour aider des gens au risque de me faire tuer. À la fin, nous étions plus que 3 à aider. Dans ma tête, je me disais qu'il ne fallait pas que je montre ma peur aux autres et que je reste. Je crois que je n'ai jamais eu autant peur, mais cette décision a été la plus difficile à prendre de ma vie. Vers 3 heures du matin, je sortis du stade. Il y avait des centaines de policiers et je me réfugiai dans mon bus. Je rentrais à mon hôtel, mais dans ma tête, je me disais que j'étais sous le choc. J'avais eu très peur, l'adrénaline n'était toujours pas descendue, même si je me disais que ce calvaire était enfin terminé. J'aurais pu mourir des tas et des tas de fois, mais je suis passée entre les mailles du filet, en aidant bien des personnes à s'en sortir. Houda Fadlam. En 2012, un mardi après-midi, au mois d'octobre au Maroc, dans une petite ville qui s'appelle Beni Mellal. Dans la salle de classe, il y a la prof. Elle a 35 ans, elle s'appelle Jamila. Elle a une grande taille et 30 élèves, et il y a moi qui ai 10 ans. Nous faisions de l'oral, et il y a un garçon qui fait toujours des bêtises, et ce jour-là, la prof, elle frappe ce garçon avec une barre en fer. Pour arrêter cela, je me lève et je veux parler à la prof. Je lui ai demandé d'arrêter. Ce n'est pas bien de faire ça. Et je demande aux enfants de ne faire pas des bêtises. Après, l'ambulance est venue pour amener le garçon à l'hôpital. Et après, la prof, elle est entrée en prison. Carmona Léo. L'adolescent sortit d'une rue. Il déboucha dans un quartier qualifié de sensible par les autorités, mais de coupe-gorge par les habitants. La rue était tellement sale qu'on ne voyait plus le goudron, mais des déchets, des lames de rasoir, des insectes morts, des rats ou encore des cafards. On pouvait entendre des cris dans les bidonvilles qui prenaient de plus en plus de place dans ce quartier. Au bout du chemin, dans un coin ensoleillé, entre 2 baobabs, un homme, machette à la main, ne bougeait plus. Il était figé comme une statue. La seule chose en mouvement autour de lui était le sang qui ruisselait le long de la lame de son arme. Cet homme était habillé pauvrement. Il avait un t-shirt bleu avec un drapeau dessus, un short noir avec de la boue. Il était pieds nus, mais au fur et à mesure que l'adolescent avançait, il distinguait un enfant qui devait avoir 8 ans, pas plus. À ce moment, tout s'arrêta autour de l'adolescent. Les cris, la chaleur, l'odeur nauséabonde de cette rue, tout s'arrêta. Il sortit son couteau et avança vers l'homme. Certains habitants, dont des mères de famille, le suppliaient de venger l'enfant, mais l'adolescent pensa que pour rien au monde il ne commettrait un crime
et deviendrait comme l'homme en face de lui. Justement, l'homme en face de lui commençait à s'énerver. On aurait dit qu'il voulait tuer toutes les personnes qui le fixaient et le haïssaient. L'adolescent avait peur, les habitants du quartier aussi. Personne ne savait quoi faire. Il se demandait ce qu'il devait faire. Sauver l'enfant ? Oui, mais à quel prix ? Il décida donc de courir en direction de l'enfant. Arrivé à sa hauteur, il le souleva, le mit sur son dos, puis partit loin de cette foule et de cet homme qui n'avait pas bougé comme figé par la surprise face à l'audace du jeune. Il fut obligé de partir sous la pression des habitants qui iront raconter cette triste et malheureuse histoire à la base militaire entourant le quartier. Les militaires attrapèrent cet homme. Quelques jours plus tard, l'enfant, lui, poursuivra sa vie avec sa famille et l'école qui l'aide à sortir de l'horreur dans laquelle il vit. Noémie Chaillan. Cette plage était digne des plus belles plages de Martinique. Un sable blanc, fin, chaud, une eau cristalline, des vieilles maisons de pêcheurs aux façades vieillies par le temps, des enfants jouant dans le sable, dans l'eau, riant jusqu'à ne plus avoir de souffle, des vieilles femmes parlant de l'ancien temps et des hommes tirant leurs filets de pêche remplis de poissons. Oui, tout était propice à ce que la journée soit paisible pour tout le monde. Malheureusement, non. Sur le palier d'une de ces maisons de pêcheurs, il y avait un homme et une femme, une vieille femme. Elle criait en créole. Je m'approchai alors pour avoir un aperçu plus clair de la scène. Cheveux blancs, très usés, visiblement seule, retraitée, pauvrement vêtue. Tel était le portrait de cette femme. À ce que je comprenais, elle était locataire et n'avait pas payé son loyer depuis 2 mois. L'homme qui se trouvait en face d'elle était le propriétaire. Il était probablement âgé d'une 40aine d'années et avait sûrement besoin de cet argent. La femme le regardait, dépitée. Elle n'avait pas cet argent et le propriétaire ne pouvait pas attendre un mois de plus. Il la regarda dans les yeux, lui prit la main. Il ne lui voulait pas de mal, simplement il avait besoin de cet argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Il lui annonça, toujours en créole, qu'il devait s'occuper de ses enfants et que s'il pouvait, il lui laisserait un mois de plus, mais que c'était impossible. Il devait alors changer de locataire. Le cœur serré par cette scène, je m'avançai. Ils arrêtèrent leur discussion. Je les regardai dans les yeux, chacun leur tour. Je sortis de ma poche l'argent que je venais de gagner en vendant quelques caramboles. Fort heureusement, le loyer était dans mes moyens. Je tendis la liasse au propriétaire, interloqué. Je pris les mains de la femme et lui annonçai que pour ce mois-ci, elle était tranquille. Les larmes aux yeux devant tant de bonté, elle me prit dans les bras, me disant que j'étais bénie de Dieu et un ange tombé du ciel. L'homme fit de même. Je repartis ensuite sur la plage. Un sable blanc, fin, chaud, une eau cristalline, des vieilles maisons de pêcheurs aux façades vieillies par le temps, des enfants jouant dans le sable, dans l'eau, riant jusqu'à ne plus avoir de souffle, des vieilles femmes parlant de l'ancien temps et des hommes tirant leurs filets de pêche remplis de poissons, et une vieille femme heureuse. Marpeau Manon. Le journal télévisé commençait. Je le regardais et l'écoutais avec attention. Les événements de la veille m'avaient marqué. Je n'arrêtais pas d'y penser. Je voulais faire quelque chose, mais que pouvait faire une adolescente de 15 ans face à des actes horribles, inconcevables, d'une telle ampleur, menés avec précision par des hommes inhumains? Comment de tels actes peuvent arriver dans une société comme la nôtre? Comment peut-on tuer des milliers de personnes dans le monde entier sous prétexte qu'elles sont libres et égaux? Telles étaient les questions qui me tracassaient jour et nuit. Et puis, en regardant le journal, une idée. Je décidai d'aller dans les quartiers défavorisés de ma ville et d'aider les jeunes à ne pas tomber dans la délinquance, à leur faire comprendre que chaque problème ne se résout pas grâce à la violence. C'était la première fois que je rentrais dans ces quartiers. L'accueil que m'avaient réservé les jeunes qui m'attendaient dans une salle au fond du couloir principal était glacial. J'entrai, m'assis sur une chaise et me présentai. Nous échangeâmes nos prénoms. Je compris au regard qu'ils me jetaient que de travailler avec eux allait être laborieux, qu'ils n'allaient pas être dociles et qu'ils ne me feraient pas confiance facilement. Pour détendre l'atmosphère, qui était de mon point de vue électrique, je pris ma guitare et leur demandai de prendre eux aussi un instrument. Je commençai à jouer et quelques notes plus tard, 1 ou 2 jeunes me suivirent avec leurs maracas. Une fille se mit à chanter, les autres suivirent et l'atmosphère se détendit. Après avoir parlé, rigolé de tout et de rien pendant près de 2 heures,
Il était pour moi temps de partir. En rentrant chez moi, je parlais de ma journée à ma famille, leur racontant comment, avec quelques instruments, j'avais réussi à établir le contact, un climat de confiance. J'y retournai le lendemain et le surlendemain. C'est ainsi que je compris que je ne pouvais certes pas intervenir dans les 4 coins du monde, mais que si chaque personne intervenait dans sa ville ou son quartier, on pouvait changer le cours des choses, influencer le monde. C'est à partir de ce jour que leur vie changea et que ma vie changea. Camille Moulina. Ce matin-là, lorsque je sortis dans la rue pour aller me promener, je remarquai qu'il faisait beau, mais qu'il y avait du vent. Je m'avançai tranquillement dans la rue La Montagne, comme d'habitude, lorsque j'entendis un cri de panique. Au moment où je tournai la tête dans sa direction, je vis un immeuble en flammes. Je courus vers cet endroit, je vis une femme qui essayait d'aller dans la zone dangereuse. Elle pleurait. Un arc de cercle s'était formé autour de l'immeuble, mais à une bonne distance. Beaucoup de monde téléphonait aux pompiers. La femme expliquait qu'elle était descendue prendre son courrier et que son bébé était resté dans l'appartement puisqu'elle n'en avait que pour quelques minutes. Mon cœur se serra en regardant le brésier. Le bébé était-il encore vivant ? J'écoutais la suite. Elle avait voulu remonter lorsque la voisine du dessus avait déboulé en hurlant au feu. Elle l'avait attrapé et entraîné dehors. Je ne savais pas quoi faire. Tout le monde regardait les habitations, comme si les regards pouvaient changer quelque chose au sort du petit. Quand les pompiers arriveraient, il serait déjà trop tard. J'hésitai quelques instants, puis, sans réfléchir, je piquai un sprint vers les flammes. Dans l'assemblée, il y eut beaucoup de cris de surprise. À l'intérieur, je montai les marches 4 à 4, en écoutant à chaque porte. Au 3e, des cris retentissaient. J'étais morte de peur, j'avais trop chaud et mal à la tête. La fumée me brûlait la gorge et les yeux, de la fumée noire et épaisse. Je poussai la porte. Le bébé hurlait à plein poumon dans son petit lit à barreaux. Je le saisis et courus dehors. C'était trop dangereux, je n'y arrivais plus. Les flammes se refermaient autour de moi, dans un cercle orange et brûlant. L'air me manquait, j'avais les poumons oppressés, je ne pouvais plus respirer. La tête sur mon épaule, le gamin criait toujours, mais au moins cela me donnait quelque chose à quoi m'accrocher dans la réalité. Je fus obligée de ralentir. Le dernier escalier, je le descendis sur les fesses. Enfin, je vis la porte. Les larmes brouillaient ma vue. À peine sortie, je m'écroulais au sol et aspirais de grandes goulées d'air. La mère courut vers moi et prit son enfant. Elle me remercia au moins 1000 fois. J'avais mal partout, mais j'avais réussi. Johan Brunel. Tous les jours, je prends le métro pour aller travailler. J'habite à Paris. Un matin, comme tous les autres, je me dirige vers la ligne numéro 107 qui mène de mon appartement dans le 11e arrondissement jusqu'au 12e, là où se situe mon travail. J'entre dans le métro et je m'assois. Il y a beaucoup de monde à cette heure-là. Je sors mon téléphone portable de ma poche et je mets mes écouteurs pour écouter de la musique. Tout à coup, j'entends des cris. Je n'y fais pas trop attention car je pense que c'est des enfants qui jouent à côté. Le métro s'arrête et une dame âgée entre. Elle a une canne et je lui laisse ma place. Tout à coup, je me fais bousculer, donc j'enlève mes écouteurs pour voir ce qui se passe. Je me retourne et j'entends un grand bruit et des cris. Une femme hurlait. « Au voleur !» Un garçon vient de lui arracher son téléphone. Il arrive en courant vers moi et sans réfléchir, je le fais tomber. En tombant, le téléphone lui échappe des mains. Il se relève et s'enfuit dans un autre wagon. La femme est sous le choc, elle a eu très peur. Elle me remercie car je suis le seul à avoir réagi. Elle a trouvé que j'avais eu beaucoup de courage car il aurait pu être agressif. Le métro s'arrête, je sors et pars au travail. Je suis Sarah Barbero, donc je vais vous lire mon test. Je regardais le test, il était positif. Mais comment ai-je pu en arriver là? J'ai tout pour moi. Des bonnes notes, mes parents m'offrent ce que je leur demande, des amis, je suis populaire et j'ai un copain. Mais non, il a fallu que je gâche tout. Mais comment est-ce que je vais faire? Comment je vais le dire à mes parents? Comment ils vont me regarder? Et dans quelle merde je me suis mise? Quelle conne! Je pleure, je hurle, je frappe dans tout ce que je peux. Puis, je me suis arrêtée, j'ai séché mes larmes, et j'ai réfléchi. Je pense ne pas être la seule. Je pense qu'il y a des cas pires que moi,
et que personne ne prend le temps de comprendre et encore moins le temps d'aider ces personnes. Alors je décide de sortir de la salle de bain, j'irai voir mes parents et leur dirai. Et puis, je m'en fous de ce qu'ils vont penser. Je vais aider les personnes qui en ont besoin. C'est ce que je fis. Le lendemain, j'allai voir la principale de mon lycée pour créer un groupe de soutien pour des étudiantes en difficulté. L'idée lui plut. Les mois qui suivirent faisaient venir de plus en plus d'étudiantes qui venaient pour parler. Je créai une page internet qui me fit connaître davantage. Grâce à l'argent de mes parents, j'aidai beaucoup de femmes pour l'avortement ou une opération. J'aidai beaucoup de femmes et cela changea ma vie. Mathéo Marin. Un ciel gris, ainsi qu'un épais brouillard, recoule la ville de Bordeaux. Un jeune homme de 17 ans, du nom de Bastien, est de sortie. Il marche sur les quais, visite quelques magasins et finit par rentrer chez lui. Comme quand il rentre du lycée, il utilise le tram. En attendant celui-ci, il voit un homme assis là, juste sous ses yeux, sur un banc, en train de se morfondre. Bastien s'avance et demande à cet homme ce qui ne va pas. L'inconnu lui raconte qu'il est au chômage et que sa femme l'a jeté dehors, qu'il veut aller chez sa sœur au moins le temps de retrouver du travail. Seulement, il n'a plus aucun sou en poche. Bastien, qui avait dû tout dépenser dans l'après-midi, propose à cet homme de l'emmener chez son frère, qui vit seul, dans un appartement assez aisé, et qui ne refusera certainement pas de l'héberger quelque temps. L'homme, maintenant soulagé par cette nouvelle, ne sait pas quoi répondre à Bastien, mais au bout de quelques secondes, il accepte. Sur le trajet, il engage la conversation. Bastien demande à l'homme comment il se nomme. Celui-ci répond « Jérémy ». Jérémy remercie encore Bastien de l'aider comme il le fait, et lui promet qu'il lui rendra l'appareil. Bastien et Jérémy arrivent devant chez Clément, le grand frère de Bastien. Ils entrent, discutent, mais malheureusement Clément ne peut accueillir Bastien. Il quitte la maison de Clément, sans rien dire, déçu. Jérémy recommence à se morfondre, Bastien réfléchit encore et encore, et finit par trouver une solution. Bastien veut héberger Jérémy chez lui, dans sa chambre. Jérémy est contre. Si les parents de Bastien l'apprenaient, il pourrait être pris de court et refusé. Bastien insiste et il dit qu'il a un grenier au-dessus de sa chambre, où ses parents ne vont jamais. Ses parents rentrant tard, Bastien pourrait nourrir Jérémy à sa guise. Ils arrivent devant chez Bastien, la porte est fermée à clé. Ses parents ne sont pas encore là. Ils entrent, montent dans la chambre de Bastien, qui est à l'étage, font coulisser l'échelle permettant d'accéder au grenier. Bastien dit à Jérémy qu'il lui apporterait quelque chose à manger plus tard, lorsque ses parents seraient couchés. Les parents de Bastien rentrent, préparent le repas et mangent avec Bastien. L'heure est arrivée. Les parents de Bastien sont assoupis. Celui-ci descend les escaliers tout doucement, de manière à ne pas réveiller ses parents. Il va attraper quelques gâteaux et un morceau de pain et remonte tout aussi furtivement qu'il était descendu. Il ouvre la trappe, fait coulisser l'échelle et donne à manger à Jérémy sans dire un mot. Il s'endort et se réveille à 7 heures. Il va au lycée et rentre chez lui. Il répète les mêmes actions que la veille et fait de même le lendemain ainsi que le surlendemain. Bastien poursuivit ses actions répétitives pendant toute une semaine avant d'être découvert. Au début, les parents de Bastien n'étaient pas vraiment pour qu'il reste chez eux, mais ils finirent par accepter et apprécier Jérémy. Au bout de 6 longs mois, Jérémy retrouva du travail et resta proche de Bastien et sa famille. Sundari Alboui. Nous sommes en juin 2015. C'est un samedi matin ordinaire dans la ville de Gênes. Il est 6 heures et comme tous les matins avant d'aller au travail, je me promène sur la plage pour admirer le lever du soleil sur cette immense étendue d'eau bordée de sable blanc. L'eau est encore fraîche, pour ne pas dire froide, mais peu m'importe. Je retire mes baskets et tel un enfant, je me mets à courir dans l'eau. Mais soudain j'entends un cri. Je crois savoir d'où cela vient. Je m'approche sans bruit et observe la scène qui se déroule devant moi un petit instant, le temps de remettre mes baskets. Un jeune homme est assis dans le sable, l'air abattu. Il ne parle pas, ne bouge pas. Devant lui se tiennent 2 policiers. Le plus jeune des 2 a un air ahuri. Quant à l'autre, il fait de grands gestes, tourne autour de l'enfant et crie un tas de questions. Le petit garçon reste muré dans son silence. Derrière les barrières qui séparent les commerces de la plage, quelques personnes regardent la scène. Elles ne font rien. Ah, si, un homme s'approche, l'air mécontent. J'imagine qu'il va aider le petit garçon, mais non. Il regarde les 2 agents et leur dit qu'il devrait enfermer le petit dans une cellule. Non, mais j'hallucine. Il y en a vraiment qui n'ont pas de cœur. L'homme repart d'un pas satisfait. Les 2 agents reprennent les questions en les criant plus fort que la première fois. Le petit garçon lève la tête, regarde les 2 hommes et fond en larmes. Mais ils s'en fichent. Ils crient encore leurs maudites questions sans se soucier des larmes de l'enfant. Je ne supporte plus de les entendre crier ainsi. Je me lève et me mets à courir dans leur direction en criant que c'est mon fils. Les 2 hommes se retournent, l'air perdu. Je me jette dans le sable et prends le petit garçon dans mes bras. Il a l'air surpris, mais ne dit rien. Il a sûrement compris que je veux l'aider. Les 2 hommes me regardent et me demandent d'un ton hésitant ce que mon fils fait seul sur la plage. Je leur réponds sans hésitation qu'il est parti ce matin de la maison, il y a de cela 20 minutes, sans que je ne m'en rende compte et que je le cherchais partout. Ils n'ont pas l'air très convaincus et vont certainement me reposer des questions, mais trop tard. Je me lève, prends l'enfant dans mes bras et explique que je souhaite rentrer chez moi.
Je me retourne et m'en vais. Lorsque nous sommes sortis de leur champ de vision, je regarde longuement l'enfant, puis essaie de lui expliquer comme je le peux que nous allons dans une grande maison et que je vais prendre soin de lui. Il n'a pas l'air de tout comprendre, tant pis. Il me sourit et je me remets en route. Pour la suite, je ne sais pas encore comment cela fonctionne, mais je vais tout faire pour lui obtenir la nationalité italienne ou un droit de séjour. Quoi qu'il arrive, je vais m'occuper de lui. Tambaya. Bonne année et bon anniversaire, Arthur, criait mon beau-père avec le sourire aux lèvres. Voilà encore 365 jours de plus dans ma vie, et moi je n'avais pas envie de les fêter. Qu'est-ce que j'avais fait pendant ces 365 jours? Rien. À part dormir, manger et aller au lycée, rien. Qui s'était intéressé à moi? Personne. Surtout pas les filles. Et même pas ma mère qui avait dû me parler au moins 10 fois dans l'année. Ça faisait plus que l'année dernière, mais bon, ça non plus, ça ne se fêtait pas. Alors, à minuit et 5 minutes, quand tout le monde commençait à danser et à s'amuser, je suis allée me coucher, et j'ai pensé à ma vie, comme tous les soirs, et j'ai pleuré. Je me suis dit que j'allais enfin essayer de faire quelque chose de ma vie. Je me suis dit que je m'inscrirais dans un club de foot et que j'allais m'entraîner tous les jours, plus que tous les gens de mon équipe, pour devenir célèbre. Faire passer des messages contre le racisme des supporters dans les stades et aider les enfants qui avaient du potentiel au foot et qui étaient abandonnés et mis à la rue s'ils ne faisaient pas des merveilles sur le stade. J'allais devenir un super joueur de foot. Au moins, les gens s'intéresseraient à moi et je ferais quelque chose de ma vie. Et surtout, ma mère ne penserait plus que je suis un raté, un nul. 3 mois après mes 18 ans, mon entraîneur m'a dit que j'allais passer une sélection pour être joueur de Ligue 2. J'ai sauté de joie. Là, quand j'ai annoncé la nouvelle, ma mère m'écoutait. Sans doute se disait-elle que j'allais peut-être lui apporter un peu d'argent, car j'habitais encore avec elle. Alors, le samedi de la semaine d'après, je suis allée à la sélection. Le match était tendu, et à la 78e minute, j'ai marqué un but. Toute l'équipe m'a sauté dans les bras et j'ai crié en courant dans le stade. « Non au racisme !» C'est ainsi que je suis devenue célèbre, grâce au foot et à ma lutte. J'ai décidé de monter une association pour lutter contre le trafic d'enfants étrangers dans le foot. Pour lutter contre la réalité qui n'a rien à voir avec ce rêve que l'on fait miroiter à des garçons doués qui quittent leur famille et leur pays pour un éventuel recrutement en France. Avec cette association, j'ai commencé à devenir encore plus célèbre et à être médiatisée et chaque jour il y avait plus de dons. J'ai continué les matchs en faisant passer mes messages en inscrivant des phrases sur mon maillot. Grâce à tout ça, plusieurs petits joueurs de foot qui ont été mis à la rue car ils n'avaient pas assez de talent sur le stade furent logés quelque temps et accompagnés dans leur choix de vie, en France ou dans leur famille. Naomi Arcury. J'enfile ma veste et ferme à la clé la porte de mon appartement. Le temps offre des merveilles en ce mois d'octobre et j'en profite pour aller en ville. Après avoir jeté un coup d'œil sur ma montre, je descends énergiquement les escaliers de l'immeuble. J'arrive au rez-de-chaussée et entends une voix féminine. Elle semble se plaindre à quelqu'un. Soudain, une autre voix, celle d'un homme. Il parle vite. Au fur et à mesure que j'avance, les voix se font de plus en plus proches. Je pivote ma tête et aperçois un homme, de dos. Devant lui se dresse une jeune femme. Je les écoute parler. La femme dit qu'elle n'arrive plus à payer ses factures d'eau. Elle le supplie pour qu'il lui laisse le temps de trouver de l'argent. L'homme lui répond que c'est trop tard, que son patron réclame l'argent et que s'il ne coupe pas l'eau dès aujourd'hui, il sera licencié. Un silence s'immisce dans la conversation, la demoiselle baisse la tête. Elle rétorque que s'il coupe l'eau, c'en est fini pour elle et son fils. Alors j'ai compris, cet homme est un employé des eaux et son patron lui a ordonné de couper l'eau chez cette femme. Je l'ai croisée plusieurs fois dans l'immeuble, cette dame. Elle m'a l'air sympathique et honnête surtout. Son fils doit avoir tout juste 4 ans. Cet homme allait vraiment laisser mourir de soif une mère et son enfant. Je ne peux pas le laisser faire. Je m'avance vers eux et les salue. Je leur explique que j'ai entendu tout ce qu'ils ont dit et que je peux arranger la situation. La femme n'y croit pas, elle refuse mon geste. Mais je ne laisserai pas cet homme couper l'eau chez elle, il faut que je l'aide. J'inscris le montant de la facture sur un chèque, après avoir préalablement demandé le montant à l'employé des eaux. Je lui donne le chèque et la jeune femme se met à pleurer de joie. Elle me remercie et me dit en me serrant dans ses bras que je suis son ange gardien. Ensuite, je sors. L'air est frais, le soleil illumine le ciel bleu de la capitale. En plus d'avoir un temps radieux, c'est une belle journée qui vient de commencer. Morello Franck. Mardi. J'ai rarement vu ça, était scientifique depuis plus de 10 ans. C'était un homme si intelligent que l'on aurait pu le nommer Gérard le génie.
La société dans laquelle vivait Gérard était atroce. Au pouvoir se trouvait un homme. Cet homme représentait la dictature. Ce dictateur avait des idées concernant la domination du monde. Lorsqu'il s'est présenté, on voyait un homme frais, nouveau, qui voulait apporter du changement et améliorer la société. Une fois au pouvoir, il respecta ses promesses. Il apporta du changement à la société de façon radicale et l'améliora à son image. Celui qui refusait de laisser le pouvoir à ce truand arrêtait de vivre. Celui qui apportait des idées révolutionnaires arrêtait de vivre. Celui qui insultait ou salissait l'image du despote arrêtait de vivre. Celui qui s'exprimait à voix haute arrêtait de vivre. Ceci n'était qu'un début. Le dictateur ne pouvait pas en rester là. Il décidait seul des choix qu'il fallait faire. Il réinstaura alors l'esclavagisme. Beaucoup de personnes étaient au chômage, à la retraite, ou bien encore inaptes à payer ses impôts de manière autonome. Pour y remédier, le dictateur instaura une loi qui bouleversa l'avenir de son pays à tout jamais. Celui qui n'est pas ou plus capable de payer la somme qu'il doit à l'État serait mis au travail obligatoire pendant une durée indéterminée dans des camps de concentration. Mais en vérité, personne ne revenait de ces camps. Gérard Manvussa n'avait que faire de ce qui se passait à l'extérieur de chez lui. Gérard était scientifique. Il avait des connaissances dans à peu près tous les domaines, mais son domaine préféré était la médecine cellulaire. Il travaillait sur des cellules de façon à en faire des médicaments et rendre les soins plus efficaces. Il ne lui manquait que quelques heures de patience avant de terminer son sérum. Mercredi. Gérard s'était levé depuis 6h30. Il était 7h30 au moment où il mit son nez dehors. Il était 7h31 quand 2 hommes l'enlevèrent. Le scientifique rouvrit les yeux dans une grotte. En face de lui, il y avait 2 de ses collègues. Ils voulaient les médicaments que Gérard avait ramenés chez lui. Ils étaient des résistants. Ils expliquèrent à Gérard qu'il avait été enlevé car il était celui qui allait permettre à tous de sortir le pays des griffes du dictateur. Il était celui qui avait permis la création d'un remède qui pourrait donner l'avantage aux résistants dans leur lutte et leur permettre de sauver des innocents. Voilà pourquoi il devait leur donner les médicaments. Gérard était le seul à avoir accès au laboratoire. Il fallait qu'il y aille et qu'il récupère 2 ou 3 fioles. C'est ce que lui demandèrent ses anciens collègues. Gérard hocha la tête comme pour donner son consentement et repartit vers son laboratoire, sans réfléchir aux conséquences de son geste. Guigou Coraline. La pluie venait de s'arrêter et je décidai de sortir faire mon footing avant d'aller travailler au bar. Comme chaque fois, je laissais mes pas me conduire dans la ville, sans itinéraire précis. Je tournais sur Times Square et retournais dans les rues sombres, fuyant la foule. Sur le chemin du retour, je passai dans une ruelle peu fréquentée et vis un homme maigre, pauvrement vêtu, allongé à même le sol. Nos regards se croisèrent l'espace d'un instant et je sus que ma vie allait changer. Je rentrai chez moi et allai travailler. Le lendemain, je pris mes économies destinées au voyage dont je rêvais et j'achetai à manger des couvertures chaudes. Je retournai là où j'avais vu le pauvre homme la veille, je m'approchai de lui et lui tendis le fruit de mes achats. Il me regarda et me remercia 1000 fois de tout ça. Alors, je repartis heureuse de mon geste accompli. Je recommençai un mois durant à lui offrir le fruit de mon travail, à lui et à d'autres, croisés au coin des rues, chacun plus pauvre et moi plus heureuse de mon geste. Ils avaient tous une histoire, différente, et elle leur appartenait. Je ne leur posais pas de questions, je ne leur demandais ni qui ils étaient, ni quel était leur passé. Je les aidais, c'est tout ce qui comptait. Un jour, je décidai de changer les choses. Je compris que ce que je faisais n'était pas suffisant, et que je ne les aidais pas à entrer de nouveau dans la vie active, à trouver un travail. C'est alors que je créai Travail pour tous, mon association qui aide les sans-abri à trouver un travail, pour avoir une maison, des vêtements, quelque chose à manger. Les débuts furent difficiles, et je compris vite qu'il allait me falloir plus d'aide que les quelques bénévoles qui m'aidaient le week-end. Alors, ma tournée des entreprises commença. Je cherchais des entreprises qui m'aideraient financièrement. Mon idée plut, et elle fut financée. Ça fait 3 ans maintenant, et j'ai démissionné de mon travail au bar. Travail pour tous marche de plus en plus, et a permis à 1500 personnes de réintégrer la vie sociale. Maintenant, ils ont un travail, une maison, et pour certains, une famille. Quant à moi, je suis heureuse d'aider les gens tels qu'ils sont. Je m'appelle Laurent Lorenz. Il y a déjà 2 mois de cela,
Ce fut l'élément déclencheur qui me fit réaliser ce que j'aimais vraiment faire de ma vie. J'allais faire mes courses comme à mon habitude. Quand je vais faire les courses, parce que je suis issu d'une famille assez riche et parce que j'ai moi-même de l'argent, je ne me soucie pas de ce que j'achète car je sais que je pourrai régler la somme sans problème. Ce jour-là, dès mon entrée dans le supermarché, je remarquai cet homme, pauvrement vêtu, assez sale, sûrement un SDF, mais je ne m'en souciais pas. Je circulais dans les rayons en jetant dans mon caddie mes biscuits préférés que je commençais à grignoter en faisant mes courses. Arrivé à la caisse, après avoir rempli mon caddie, je me plaçais derrière cet homme pauvrement vêtu que j'avais remarqué en entrant. Je me plaçais derrière lui parce que c'était la file la moins longue. D'abord étonné, je réalisais ensuite pourquoi. L'odeur désagréable que je respirais depuis que j'étais à la caisse provenait de cet homme devant moi. Soudain, je remarquai un paquet de riz dépasser de sa poche. Au moment où il passa à la caisse, la caissière remarqua elle aussi le sachet dépassant de sa poche. Elle appela aussitôt le vigile pour qu'il vérifie le contenu de son sac. Après avoir ouvert le sac, ils tombèrent sur une multitude de produits qui comptaient voler aussi. Le premier réflexe de la caissière était de chercher à prévenir immédiatement le directeur du supermarché. Sur le moment, j'éprouvais de la peine pour ce vieux monsieur. Du coup, je décidai de l'aider. Je me précipitai vers la caissière en lui disant que je paierais pour lui, puisque c'était une de mes connaissances. À la sortie du supermarché, fier de ce que je venais d'accomplir, je continuai ma route sans rien demander. Comme je me sentais épié, je tournai la tête et vis l'homme que je venais d'aider s'approcher de moi. Il était venu me remercier pour ma bonne action et pour ajouter que personne d'habitude ne prêtait autant attention à lui. Quelques jours plus tard, je pris l'initiative de monter une association pour aider les gens dans le besoin. Nous avons eu l'idée de créer une épicerie solidaire où chacun pourrait se servir pour ne pas mourir de faim. Le but de l'épicerie solidaire est de fournir des produits alimentaires, des produits de première nécessité et aussi des couvertures pour les gens sans domicile fixe et les gens dans le besoin en les intégrant au fonctionnement pour qu'ils soient aussi actifs et valorisés.